Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le meeting en ligne de la Confédération PEPS pour une écologie populaire et sociale pour réfléchir collectivement à un déconfinement social et démocratique. Avec Léonore, nous allons animer 2 débats de 45 minutes avec des échanges entre les invités et vous les internautes. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Léonore en sélectionnera certaines pour les poser à nos invités. C'est parti pour la première session pour discuter du déconfinement. Donc, je vais vous présenter brièvement nos différentes interlocutrices et nos différents interlocuteurs. Donc, tout d'abord, Catherine Hill, qui est épidémiologiste, qui va nous expliquer ce qu'elle pense être important pour que le déconfinement ne soit pas catastrophique d'un point de vue sanitaire. Puis ensuite, s'il nous rejoint d'ici le départ, car il a un peu de retard, Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du droit au logement, viendra évoquer les difficultés et les problèmes de logement que rencontrent les ménages les plus précaires durant la crise. Ensuite, Mathieu Bellassène, qui est psychiatre, va évoquer avec nous les conséquences du confinement sur le suivi psychiatrique. Et enfin, Catherine Chabrin, militante pédagogique des droits de l'enfant, va intervenir sur l'inquiétude des enseignants et des enseignantes vis-à-vis du déconfinement. Donc chacun et chacune s'exprimera sur son point de vue vis-à-vis du confinement et quel déconfinement préconiser depuis ses propres connaissances. Donc, nous essayerons de trouver des ponts entre les différentes propositions et dans un second temps, nous mettrons la question des libertés publiques, d'expression, de réunion, de droit de retrait, de pluralisme politique et la question de la volonté démocratique au cœur du débat pour faire émerger une proposition collective. Donc bonjour Catherine Hill, je vais allumer votre micro pour qu'on vous voit mieux. Donc je rappelle que vous êtes épidémiologiste et je vous laisse donc la parole. Je vais vous mettre également votre PowerPoint car vous souhaitiez nous montrer quelque chose en même temps. Avec vous, ça sera mieux. Catherine Hill, excusez-moi, votre micro ne doit pas fonctionner malheureusement. Si je mets ça, est-ce que ça marche? C'est bon, et Jean-Baptiste Hérault vient de nous rejoindre. Donc bonjour Monsieur Hérault. Donc on va juste commencer sur quel déconfinement possible avec Catherine Hill sous le prisme sanitaire avant de vous donner la parole sous le prisme des coûts sociaux. À vous, Catherine Hill. Donc, il y a des porteurs asymptomatiques et beaucoup de contaminations viennent des porteurs asymptomatiques. Donc, il faut trouver rapidement les porteurs et leurs contacts pour les isoler. Et pour ça, il faut tester très largement la population. Et je vais étayer chacune de ces affirmations avec des données solides. La deuxième diapo, c'est l'estimation de la proportion des porteurs asymptomatiques. Il faut prendre des populations qui ont été entièrement étudiées. Par exemple, l'équipage du Charles de Gaulle, il y avait 1760 personnes sur ce bateau. Il y en a 1046 qui étaient positifs. 1046 sur 1760, ça fait 59% de positifs. Et parmi ces positifs, 48%, environ 500, ils n'ont pas donné les chiffres, étaient asymptomatiques. Donc, il y a des gens qui se promènent dans le pays et qui sont contaminants et qui ne le savent pas. Et pareil pour le Diamond Princess, etc., toutes ces études. Et vous voyez qu'en moyenne, l'estimation, c'est à peu près la moitié. Donc, il y a un problème avec cette histoire de porteurs asymptomatiques qui contaminent des gens et qui ne savent pas qu'ils sont dangereux. Pour comprendre aussi quand la contamination se fait, il faut regarder cette étude qui est parue il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine, il y a une semaine exactement, qui a consisté à étudier les 100 premiers cas de Taïwan et leurs 2761 contacts qui ont été mis en quarantaine et qui ont été testés s'ils avaient des symptômes. Il faut que vous sachiez que Taïwan a une population de 24 millions d'habitants et il y a eu à Taïwan 6 morts par le Covid-19.
Parmi ces 2761 contacts, 22 ont été contaminés. Et la diapo d'après, qui est un peu difficile à comprendre, vous dit pour chacun de ces contaminés quand il a été en contact avec son contaminant. C'est expliqué en bas de la diapo. Le contaminé numéro 1, il a été avec son contaminant 4 jours avant l'apparition des symptômes et seulement ce jour-là. Et le contaminé numéro 10, il faut descendre un peu, la ligne 10, il a été les jours -2 et -3 avant les symptômes. Donc, on peut attraper le virus en étant avec quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Et la diapo d'après, c'est la même chose, mais c'est les gens qui n'ont pas, les 2271, je ne sais plus combien, 2761 moins 22 contacts qui n'ont pas été contaminés. Et si vous regardez ceux qui sont en bas à droite, il y en a 852 qui ont été exposés plus de 5 jours après les premiers symptômes et aucun n'a été contaminé. Donc tout se passe, c'est écrit sur la diapo d'après, tout se passe dans les 5 jours avant. Et 5 jours... J'entends. Non, c'est bon, on vous écoute. Donc, tout se passe sur cet échantillon de 100 personnes. Donc, si on avait un échantillon plus grand, il y aurait peut-être quelques contaminations le 6e jour après les symptômes. Mais en gros, l'essentiel des contaminations se passe dans les 5 jours avant et les 5 jours après l'apparition des symptômes du cas contaminant. Une autre étude qui est parue avant raconte exactement la même chose d'une autre manière. Et là, on a le nombre de jours après l'infection du porteur. Donc, le 0 de mes diapos d'avant, maintenant, c'est le 0 le plus à gauche. Et la hauteur de la courbe, de la colline, c'est le nombre de gens qui sont contaminés. Et ils sont contaminés soit quand le porteur est présymptomatique, c'est le bleu ciel, soit quand le porteur est symptomatique, c'est le bleu foncé, soit par la voie environnementale, le virus posé sur le bouton de l'ascenseur, et soit par les asymptomatiques. Je pense que ce travail-là a un peu sous-estimé les asymptomatiques par rapport aux présymptomatiques. Mais en pratique, ça revient au même. Si vous êtes contaminé par quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qu'il ait plus tard des symptômes, qu'il n'en ait jamais, ça ne change rien au problème. Et donc, on voit là que 46% plus 6% des asymptomatiques, 46% des présymptomatiques et 6% des asymptomatiques, ça fait plus de la moitié. Donc, la moitié des contaminations, c'est le même résultat exactement que l'étude taïwanaise, vient de gens qui ne se savent pas infectants. Et là, c'est là que le déconfinement va être problématique, parce que si on ne trouve les cas que 5 jours après leur infection et quelques jours après l'apparition des symptômes, on va rater une partie de contamination. Or, ils vont arriver quand ils vont arriver. Chez le médecin, ils vont se sentir pas bien le lundi, ils vont se dire je vais aller, zut alors, il faut que j'aille voir. Et donc on va perdre tout ça. Et la même chose pour les cas contacts. J'ai vu que les autorités prévoyaient d'interroger les gens sur les contacts dans les 48 heures avant les symptômes. 48 heures avant les symptômes, c'est pas suffisant. Il faut remonter à 5 jours avant les symptômes du contaminant. Et si on met 3 jours à trouver les contacts et à les tester, on va encore éviter plein de contaminations. Donc, je suis assez inquiète sur ce qui va se passer. Ceci dit, on pourrait y arriver, mais il faudrait utiliser des moyens assez différents et un peu novateurs pour la France, apparemment. Mais j'ai vu qu'au Rwanda, on faisait ça. Si peu de personnes sont infectées, on peut tester ensemble un groupe de personnes. On fait les prélèvements, on prend dans le nez ou dans la gorge, il y a des gens qui font de la salive dans le fond de la gorge, et on mélange les prélèvements, par exemple, de 20 personnes, et c'est ça, on cherche le virus dans ce mélange. Et le test est très sensible. Et donc, si on trouve que si les 20 sont négatifs, on fait un seul test et on dit ces 20 sont négatifs. Donc, quand le virus ne circule pas beaucoup, comme en ce moment, par exemple en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine, on pourrait faire tester comme ça, on pourrait tester beaucoup plus de gens, et on aurait plus de chances d'avancer dans l'isolement des gens contagieux.
Et plusieurs pays font déjà ça. Et une autre approche, c'est le test des eaux usées. On peut aller prendre l'eau à la sortie des eaux usées, à la sortie d'un village ou d'une petite ville et regarder s'il y a du virus. S'il n'y en a pas, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de grandes chances que personne ne soit infecté dans ce village ou dans cette petite ville, ou même dans ce bâtiment, parce qu'on peut remonter après. Et pourquoi je suis inquiète? En fait, parce que je regarde tous les jours, je télécharge les données du jour, pays par pays, et pour la France. Et ça, c'est le nombre de gens qui sont en réanimation chaque jour. Le 8 avril, il y avait 7148 personnes en réanimation pour le Covid-19. Et hier, il y en avait 3095. Donc la situation s'est considérablement améliorée. Mais quand même, quelques jours avant le 27, je ne sais plus, c'est le 25, si on ajoute aux gens en réanimation pour Covid-19 les gens qui sont en réanimation pour d'autres choses, là, le monde ne s'est pas arrêté de tourner, il y a des gens en réanimation pour d'autres causes, on avait 7525 personnes, et ensuite ça a un petit peu baissé 3 jours après, le 30, c'était 7166. Mais si je prolonge cette courbe noire, je vois que probablement le 11 mai, il y aura encore 5500 personnes en réanimation. Et ça, c'est plus que les 5000 places qu'on a normalement. Et en plus, ils ne sont pas répartis partout dans le pays. Il y en a beaucoup plus en Île-de-France et probablement aussi dans le Grand Est et dans le Nord. Donc, la situation des médecins et des hôpitaux est encore très difficile. Donc, mettre les gens relâchés, déconfinés, c'est extrêmement risqué, à mon avis. Et pourquoi merci beaucoup, Madame Hill. Je vous demande juste si c'est possible de conclure pour qu'on enchaîne sur. Je conclue, j'ai plus que 2 diapos. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il fallait tester énormément de gens, ce qu'on n'a absolument pas fait. Et le bon indicateur, c'est pour 100 tests faits en France le 20 avril, il y en avait 33 positifs. C'est le 33% de l'échelle horizontale. Et vous voyez où est la France. Et dans l'autre sens, verticalement, ce sont les décès par million. Donc, tous les pays entourés en rouge sont des pays qui ont testé seulement les gens qui avaient l'air vraiment malades et ils ont eu beaucoup de morts. Et dans le rectangle vert qui est sur la diapo d'après, j'ai zoomé sur le coin en bas à gauche, vous voyez les pays où on a testé beaucoup plus largement. Hong Kong et Taïwan, pour 100 tests faits, il y avait 1 positif. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, pour 100 tests faits, il y avait 2 positifs. Donc, ils ont jeté le filet des tests beaucoup plus largement et ils ont trouvé les gens qui étaient contagieux, ils les ont isolés, ils ont trouvé leurs contacts et ils ont réglé le problème. Taïwan, 6 morts. Hong Kong, 250 morts et quelques. Je n'ai pas le chiffre en tête pour la Corée du Sud et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais c'est le même genre de choses. Donc, il fallait tester très largement pour trouver les gens qui étaient contagieux. On n'a pas fait ça et maintenant, il faudrait le faire et je n'ai pas l'impression qu'on va le faire. Donc, je pense qu'on va avoir des problèmes assez vite, mais ça va quand même prendre 2 ou 3, 4 semaines pour s'apercevoir que finalement, cette histoire de déconfinement était mal conçue, mal pensée et qu'il faut tester massivement la population. Et 700 000 tests par semaine, c'est très peu si on ne poule pas les échantillons pour tester plusieurs personnes à la fois. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Hill. C'était vraiment très instructif pour la suite de nos échanges. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste Thérault, qui est avec nous. Bonjour, Jean-Baptiste Thérault. Merci d'être avec nous. Donc, je vais vous donner la parole sous le prisme des coûts sociaux. Donc, je rappelle que vous êtes le porte-parole du droit au logement. Donc, que pouvez-vous nous dire sur le déconfinement de votre prisme? Alors, bon, j'ai l'impression qu'on va avoir un problème de connexion là, parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Si, on vous entend très bien. Vous m'entendez, d'accord, ok. Donc, moi, je peux parler de la question du logement. Je n'ai pas examiné les effets, l'impact sur la montée du chômage, qui sera sans doute de toute manière un minimum de plusieurs centaines de milliers. Et on va dire d'un maintien d'une situation de grande précarité, de grande pauvreté pour une partie de la population qui travaille des secteurs qui sont touchés durement par l'état d'urgence sanitaire, comme par exemple la restauration, le tourisme,
Qu'est-ce qu'on a encore dans le tourisme et puis la culture aussi. Bon, donc des secteurs où on va avoir évidemment énormément le bâtiment, hein, où beaucoup de gens travaillent en fait non déclarés, sont dans le travail informel. On pense aussi au secteur, on va dire, d'aide à la personne, ménage, etc. Et donc, qui met, on va dire que la situation et l'état d'urgence sanitaire a mis en très très grande difficulté une partie de la population qui survivait grâce justement à ces emplois dans le secteur informel ou qui sont victimes également, on va dire, d'un patronat ou de patrons, enfin d'employeurs un peu voyous, qui n'ont pas fait les démarches, négligents, etc. Et qui ne veulent pas, en réalité, qui ne veulent pas payer leurs salariés, quoi. Donc, ça, c'est la situation générale. L'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, par l'intermédiaire du chercheur Pierre Concialdi, a anticipé un peu justement sur les effets dans le domaine du logement, des loyers et des traites, hein, pour les accédants à la propriété, des conséquences donc de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ils évaluent à 2,5 à 2,8 millions de ménages qui seront impactés en fait et qui vont avoir des difficultés importantes à payer leur loyer ou payer leur retraite. Ça, c'est une étude qui est sortie à la mi-avril. Donc, il s'agissait, on va dire, d'une évaluation par rapport à la fin du mois d'avril. 2,5 à 2,8 millions de personnes, ça représente 7 à 8 millions de personnes, enfin, entre 6 et 8 millions de personnes. Voilà. Donc, c'est quand même massif. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir 2,5 millions d'impayés, de défauts de paiement, parce que certains vont peut-être retrouver du travail ultérieurement, vont pouvoir payer leur retard, etc. etc. Mais il n'empêche qu'on peut estimer que au moins plusieurs centaines de milliers de locataires et d'accédants à la propriété ne seront pas en capacité ni de payer leur loyer ou leur retraite pendant la durée du confinement, et même au-delà, c'est-à-dire avec la crise sociale qui s'annonce. Voilà. Donc, une catastrophe majeure du point de vue du logement, avec le risque d'une situation, toute proportion gardée, bien sûr, de celle qu'on a connue, souvenez-vous, après la crise des subprimes aux États-Unis, mais aussi en Espagne. Donc en Espagne, plusieurs centaines de milliers d'accédants, aux États-Unis, plusieurs millions d'accédants à la propriété. Là, en France, les locataires seraient, en tout cas, de l'inertie du gouvernement qui ne fait absolument rien sur cette question, en dehors de renvoyer, de reporter un peu la trêve hivernale. Alors là, on a eu droit jusqu'au 1er juin, 31 mai. On nous a annoncé, hier de Normandie nous a annoncé qu'il reportait jusque sans doute en juillet, donc on suppose que c'est jusqu'à la fin de l'état d'urgence 2. Mais en tous les cas, on n'a aucune mesure pour venir en aide, hein, aux locataires en situation d'impayés ou à défaut à leurs bailleurs. Enfin bon, rien n'empêche aujourd'hui, et surtout, oui, dès aujourd'hui, rien n'empêche les bailleurs de lancer des procédures, de lancer le contentieux contre leurs locataires. La phase contentieuse, c'est-à-dire de délivrer la première étape qui est le commandement de payer. Alors, face à cette situation qui aurait nécessité de mobiliser 500 millions d'euros par mois, 500 millions d'euros par mois, si on évalue à vraiment bas, donné par l'IRES, eh bien, il faudrait sans doute 1 ou 2 milliards d'euros pour sortir de la crise et permettre qu'on n'ait pas trop d'expulsions, qu'on en ait un peu moins. Disons qu'on soit une situation normale qui est déjà anormale, bien sûr, parce que toute expulsion est anormale, mais je vous remercie, Jean-Baptiste Perrault. On vous entend vraiment mal sur la. Excusez-moi, je suis obligé.
Donc, à partir de là, nous, on a demandé plusieurs choses. Un moratoire des loyers, c'est-à-dire Oui, je vais devoir nous couper avec Jean-Baptiste Hérault, parce on ne l'entend plus malheureusement. Alors, on vous remercie Jean-Baptiste pour votre partage. Ça tombait bien, puisque je sais que vous aviez à peu près terminé votre prise de parole. Je vais passer la parole à donc notre intervenant suivant, Mathieu Bellassène. Donc, votre point de vue de psychiatre est très attendu, notamment par les équipes de psychiatrie, les patients ou encore leurs familles, mais pas seulement. Ce qui nous a semblé important que vous nous éclairiez toutes et tous sur ce sujet. J'allume juste votre micro. Et c'est Oui, bon, merci de l'invitation. Bon, déjà, déconfinement, ça commence comme des confitures. Pour vous dire aussi, déjà, la colère qu'on a de tout ce qu'on a traversé là depuis des semaines et des semaines, d'une situation vraiment complètement calamiteuse, où finalement, au départ, quand même, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'autogestion des équipes et qu'on ait pris en main les choses nous-mêmes et que finalement, on nous ait donné à peu près les moyens de bosser dans ce cadre de pénurie, ça a permis de s'organiser au mieux. Et puis là, on voit depuis quelques temps là, une reprise en main des directions, des tutelles, qui est vraiment de manière très autoritaire, avec finalement business as usual, c'est-à-dire on va recommencer à remplir des tableurs Excel, des tableurs d'activité. En psychiatrie, on va continuer à essayer de penser la tarification de l'activité en psychiatrie, voilà, réforme qui était prévue avant tout ça. Donc bon, ce que je peux dire sur la situation, donc au niveau psychiatrique, c'est que la situation du Covid, elle est venue sur une situation qui était déjà de catastrophe et d'urgence, hein, comme le collectif Interurgence, comme le collectif Interhôpitaux. La psychiatrie s'était soulevée depuis 2 ans sur la question de l'accueil et de l'indignité, voire de la honte des conditions de soins des personnes malades et des conditions d'accueil de leurs proches. Bon, et du coup, ce qui est important à dire là tout de suite, c'est que bon, quand la crise du Covid est arrivée, on a eu peur que nos patients soient les grands oubliés, comme d'habitude, de la santé, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas accès aux réanimations, bon. Et puis, moi, dans mon expérience de terrain, hein, on n'a pas eu de cas qui ont nécessité de réanimation. Il n'y a pas eu de choix cornélien. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ce qu'on peut voir, c'est que les gens ont réagi au confinement à la mesure de comment ils réagissaient déjà, soit à trop bien supporter l'isolement, hein, puisque on peut dire que les troubles psychiatriques, pour une grande partie, c'est des problèmes du lien social. Et du coup, être dans un confinement, c'est renforcer la possibilité d'isolement pour les personnes. Donc on peut dire que les gens qui vont trop bien en étant confinés, on s'attend, nous, à voir arriver une vague d'hospitalisation psychiatrique, mais en fait qui est déjà là, puisque, par exemple, en Île-de-France, là, il y a une tension énorme sur tous les lits d'hospitalisation en psychiatrie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a fermé un nombre de lits importants pour faire des chambres simples, enfin pour accueillir au mieux les gens, etc. Et puis la deuxième, parce que au bout de 6 semaines, les gens décompensent vraiment, c'est-à-dire malgré tout ce qu'on a mis en place, de manière alternative, de visite à domicile, d'entretien téléphonique ou de groupes en ligne pour un certain nombre d'entre nous, n'empêche que la matérialité physique des liens humains, ça manque. Et du coup, des gens qui s'isolent vont commencer à délirer, à avoir des pensées suicidaires ou des choses comme ça. Et puis, il y a ceux qui étaient très angoissés depuis le début et puis qui pouvaient avoir l'étayage de leurs proches, et là, ça a tenu. Et puis ceux qui étaient très angoissés depuis le début et qui n'avaient aucun étayage, et il a fallu quand même pouvoir les soutenir, voire les hospitaliser dans des conditions très rocambolesques. Donc ça, c'est un petit peu le panorama pour, on peut dire, la spécificité des gens qui étaient déjà en psychiatrie, mais encore une fois, c'est un panorama très expérientiel, hein, c'est-à-dire c'est le mien. Par contre, pour les gens les normopathes, les personnes ordinaires, on peut dire, qui n'ont pas de problèmes psychiques habituels qui nécessitent un recours à la psychiatrie, toute la question, ça va être comment ce temps de catastrophe collectif,
partagé, puisque être confiné, on peut dire que c'est vécu comme une catastrophe, puisque tous nos repères, on a vécu tous ensemble une perte de l'évidence naturelle des choses. Tout ce qu'on pensait comme étant naturel allant de soi, finalement, non plus naturel ne va pas de soi. Et comment cette expérience qui est nécessairement plurielle, c'est-à-dire toutes et tous, on a une expérience différente de ce confinement, comment elle va être partagée collectivement au niveau de la société et comment on ne va pas silencier les expériences violentes que ça a produit, ça va être un enjeu, mais aussi comment on va aussi pouvoir non pas juste remercier avec des applaudissements ou avec des gratifications de primes les soignants ou ceux qui ont tenu les premiers de corvée, les éboueurs, les caissiers, enfin les caissières, etc. Par exemple, j'ai un exemple très concret sur la trahison que peut constituer un traumatisme vraiment général. Tous les gens qui sont mobilisés pour faire des masques, au départ, les couturières, qui ont vraiment participé à un effort qui n'est pas un effort de guerre, mais qui est un effort de solidarité, parce qu'on n'est pas en guerre, il faut arrêter avec cette rhétorique de merde. Tous les gens qui ont participé à ça, figurez-vous maintenant que les couturières qui font des masques comme au premier jour, on leur dit mais si vous continuez à les faire et à les vendre, s'il y a un problème, ça sera de votre responsabilité, vous pourrez aller devant les tribunaux et être avoir des problèmes. Et oui, ça, c'est juste pas possible. Ça crée de la trahison, et cette trahison, elle est traumatique. C'est-à-dire tous les gens qui se sont mobilisés avec leur cœur, avec leur âme et conscience, etc., qui ont vécu des situations inédites, voire même des expériences limites, notamment pour les soignants, c'est-à-dire où finalement au départ on avait vraiment peur de mourir, de contaminer nos patients, de contaminer nos proches, etc. Et là maintenant on nous dit merci, très bien, vous avez bien tenu, hein. Et puis la réforme de l'hôpital public dans un sens néolibéral, elle va continuer. Et puis c'est bien, la preuve, vous êtes très résilient puisque ça a tenu. Et donc continuons comme ça. Alors là, vraiment, j'espère que la colère qui s'est exprimée, qui continue de s'exprimer, va pouvoir être amplifiée et que les mouvements sociaux vont faire qu'on puisse instituer du contre-pouvoir dans cette putain de société où actuellement, on voit l'autoritarisme du gouvernement Macron qui reprend, et cet autoritarisme, il fait des petits partout dans les administrations et les directions, et partout dans la société. Et là, vraiment, s'il y a juste un message, c'est que on a pu assister au fait que la parole était trahie, mais en acte. C'est-à-dire, on a assisté à un nombre de mensonges et de contre-vérités et à une adaptation permanente à la pénurie depuis le départ de cette pandémie qui est affligeante. Et si on n'arrive pas à se mobiliser justement pour construire et instituer autrement la société, je pense que là, vraiment, on risque gros collectivement. Et ce qu'a dit la personne du droit au logement juste avant, c'est-à-dire qu'on met sous le tapis les problématiques des plus fragiles, ça, c'est pas possible. Parce que les plus fragiles, finalement, c'est nous toutes et tous. Et que le business continue comme d'habitude, c'est juste pas possible. Là, il faut vraiment qu'on repense. Moi, je vous parle de l'écologie psychique, on peut dire, en tant que psychiatre et de ce que je vois au quotidien. Mais c'est une écologie globale, notre rapport global au milieu humain et non humain. Et je crois vraiment que là, il va falloir qu'on se mobilise vraiment toutes et tous. Bon, ça sera peut-être pour la discussion et je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, Mathieu Bellassène. Je vais passer la parole pour terminer ce tour de table à Catherine Chabrin. Donc, je vais vous mettre à l'écran et ouvrir également votre micro. Donc, Catherine Chabrin, que pensez-vous du déconfinement qui commence ce lundi dans l'éducation nationale? Je rappelle que vous êtes une militante pédagogique des droits de l'enfant. Voilà, c'est un peu, parce qu'on parle très peu des enfants, hein, donc je vais avoir un peu un regard sur les enfants. Hein. Pas forcément des enseignants, encore que. Donc j'ai lu, avant pour le déconfinement, j'ai lu aussi le guide des protocoles chez Communion, j'ai lu aussi tout ce qu'il y avait sur les discours. Alors, je me suis mis à la place des enfants, là j'ai vu quelques photos qui circulaient, c'est assez quand même. Ça peut quand même surprendre. Donc les enfants vont rentrer en classe, enfin ceux qui vont pouvoir. Donc c'est une rentrée pour les enfants dont les parents sont volontaires. Je rappelle,
ou qui n'ont pas le choix. Hein, c'est l'un ou l'autre. Donc les enfants, ils vont rentrer dans leur ancienne classe. Hein. Donc ils vont voir des tables disposées de manière à respecter une distance. Vous avez vu là les 4 mètres carrés, au moins 1 mètre entre les tables. Ils vont s'asseoir. Ils vont écouter les informations pratiques sur la distanciation physique, les gestes barrières, etc. L'hygiène des mains, d'accord. Et ces prescriptions seront répétées autant, c'est ce que j'ai dit, autant que nécessaire pour que leur mise en œuvre soit un rituel. Et du coup, ils vont vite constater les... Ça va pas? Si, on vous entend relativement bien, mais si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort ou plus proche oui, je parle jamais fort. ça serait encore mieux. Mais je parle jamais fort, c'était très bien en classe, parce que comme ça, ils m'écoutaient. Non, mais c'est une plaisanterie. Donc, ils vont constater, moi, c'est ce que j'ai vu. Alors, le matériel avec lequel ils apprenaient, il est neutralisé. Les livres sont hors de portée, bien sûr. Chacun a son stylo, sa fiche. On ne se déplace plus. Il n'y a plus de face à face. Il n'y a plus d'échanges personnels, etc. Il n'y a plus, bon, pour moi, c'est très important, il n'y a plus de travail en coopération. Alors, après, cette entrée un petit peu, sans doute un peu spéciale, un peu froide, on va dire. Donc, les enseignants doivent faire un temps d'échange d'au moins 1 heure pour leur expliquer un petit peu. Donc, je lis un extrait de Eduscol, hein, c'est là où on a toutes les fiches. J'ai lu un peu ça. Donc, un temps d'échange d'au moins 1 heure peut être proposé aux élèves dans le strict respect de la doctrine. C'est bien le mot, hein, doctrine sanitaire. Il s'agit de faire en sorte de répondre favorablement dans un premier temps aux besoins, interrogations ou demandes d'expression qui pourraient avoir lieu dans les classes par les élèves très jeunes et des adolescents. Voilà. Et très vite, là c'est là que, toujours sur Eduscol, et dès la maternelle, ils vont être évalués. Il faut faire le point sur les acquis pendant tout ce temps qu'ils ont été en enseignement à distance. Et je cite, il reste tellement peu de temps avant les vacances. Alors, ne pas s'inquiéter pour les enseignants parce que les fiches sont à disposition sur Eduscol, on trouve plein de fiches, hein. Il n'y a pas besoin de les fabriquer. Donc, il faut reprendre les bonnes habitudes et les fondamentaux. Là, je ne vais pas les rappeler, cher au ministre, sur comment le lire, écrire, compter, respecter autrui. Donc, ça, je vous en fais grâce. Mais ça va être vraiment les fondamentaux. Il est écrit qu'il n'y aura que des maths et du français. Les autres domaines d'enseignement, je lis bien, hein, seront abordés en fonction des modalités d'organisation qui seront retenues par l'école. Alors, je sais qu'il y en a qui vont peut-être faire l'école dehors, dans la cour, mais pour la plupart, ça sera dans les classes, comme je vous l'ai dit. Et le reste des connaissances, ce sera peut-être du luxe réservé à ceux qui ont d'autres possibilités que l'école. Donc, comme je pense, les savoirs vont rester confinés dans des fiches d'exercice, des cahiers du jour et quelques évaluations qui ne les déconfineront même pas. Alors, pour savoir si vous êtes des bons parents ou pas, vous recevrez une fiche navette avec le résultat, bien sûr, des acquis de vos enfants. Et après l'effort, pas question de jouer avec ses camarades. Dans la cour, les récréations sont organisées par classe, en tenant compte de la distanciation et des gestes barrières, dans le meilleur des cas. Et si ce n'est pas possible, les enfants resteront confinés dans la classe, avec juste un petit temps de pause entre les travaux scolaires. Et quant à la vie des enfants, là, il n'y en a pas, ce n'est pas prévu. Tout est décidé par l'adulte, pour l'adulte. Le droit d'être entendu, de donner son avis, comme dans la Convention des droits de l'enfant, on n'en a pas besoin, donc je ne vais pas vous lire les articles, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire les articles 12 et 13 qui sont sur donner son avis, etc. Et moi, je pense que si on avait pu, le matin de la rentrée, de la prochaine rentrée, après le temps d'information, bien sûr, sur les gestes barrières qui sont importants, ça, j'en conviens, on aurait pu demander aux enfants ce qui pourrait, leurs idées. Ils pourraient y suggérer des activités, des modalités d'utilisation du matériel, des formes de récréation respectueuses de la distanciation et des gestes barrières. Ils pourraient donner des modalités pour coopérer, s'entraider, prendre en compte chacun, se déplacer, aller aux toilettes. Ils pourraient suggérer des lectures, des visionnages de films, etc. Ils pourraient proposer des sorties. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous faire entendre, c'est que les enfants sont en dehors de... tout est fait pour les adultes. Là. On ne demande pas l'avis des enfants. Ils pourraient, je suppose, avoir de magnifiques idées. Et comme je dis toujours, les droits de chaque humain, donc de chaque enfant, ne s'exercent que s'ils sont assurés par et pour chacun. Voilà. Donc moi, c'était mon sentiment que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Catherine
Chabrin. Pour la suite, donc déjà, on a pu voir vos 4 points de vue qui parlent d'horizons différents. Donc malheureusement, la connexion de Jean-Baptiste Hérault fonctionne mal, donc il ne sera plus avec nous pour les 10 dernières minutes. Donc j'ai une nouvelle question à vous poser. Je vous invite à y répondre brièvement en 1 minute avant de prendre 1 ou 2 questions de nos internautes. D'ailleurs, nos internautes, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires pendant les réponses de nos intervenantes et de notre intervenant, donc qu'il reste seul. Donc la question, elle est toute simple, c'est quelle sorte de déconfinement serait possible en prenant les autres points de vue, tout en prenant en compte les libertés publiques et l'importance du processus démocratique. Donc, je vais vous demander, Catherine Hill, de nous répondre en première, et puis ensuite, je passerai la parole à Mathieu Bellassène avant de terminer par Catherine Chabrin. Alors, on ne vous entend toujours pas, mais là, je pense que… Est-ce que là, ça marche? Voilà, c'est bon, on vous entend. Je pense que si on veut, quand même, il faut arriver à se débarrasser de ce virus, comme l'ont fait les gens à Taïwan et en Corée du Sud. Et pour faire ça, il va falloir trouver les gens qui sont positifs et leurs contacts. Et pour ça, on ne va jamais s'en sortir si on n'utilise pas quelque chose comme Stop Covid, qui a des garanties de confidentialité. Et sinon, l'épidémie va continuer, le virus va continuer et ça va continuer à tuer pas mal de gens. Voilà. Donc, c'est vrai que la situation est très difficile, mais sans un système automatique de détection des contacts de ceux qui voudront bien accepter ça, on ne va pas s'en sortir. C'est tout. Merci beaucoup, Catherine Hill. Merci pour votre synthèse. Je vais vous donner la parole, Mathieu Bellassène. Oui, c'est une question quand même très vaste. Moi, je pourrais juste dire que je suis pas du tout en accord avec cette histoire de Stop Covid, d'autant plus que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il faut lire les articles de Mediapart d'aujourd'hui, puisque est mis en place par le biais, pour essayer de faire du contact tracing, donc tracer les contacts, etc. Le fait que vous allez, les médecins généralistes et puis les soignants de première, deuxième, troisième ligne, enfin, il y a toute une doctrine, là encore une fois, pour être tous endoctrinés, vont devoir faire remonter sur une plateforme Amélie qui est hébergée par le Health Data Hub qui est mis en place depuis novembre 2019 et qui est hébergé par Microsoft. C'est-à-dire que toutes les données de santé de France sont maintenant hébergées par Microsoft et donc peuvent partir tout à fait aux États-Unis. Et il y a vraiment un enjeu alors démocratique là sur les libertés, mais comme on le voit là depuis quelques mois, moi j'ai pas dit là tout à l'heure dans l'introduction le fait qu'on voit bien à quel point les libertés, elles ont été rognées de manière drastique, mais des libertés fondamentales, hein, notamment pour la psychiatrie, le droit d'avoir recours au juge, etc. Ça a été banané très vite. Là, avec cette histoire de traçage et où on ne demande même plus l'autorisation aux patients de les tracer et on va faire des enquêtes avec des cas contacts et où le médecin sera payé 2 à 4 euros, plus il déclare de cas contacts, plus il a de pognon. Enfin, c'est un scandale total, c'est-à-dire que c'est une pulvérisation du secret médical après la pulvérisation de la liberté de prescription qu'avaient les médecins, parce qu'on a vu qu'il y a eu des médecins qui ont été emmerdés par le Conseil de l'Ordre dans le Grand Est pour avoir prescrit tel et tel médicament. Enfin là, on assiste vraiment à une régression démocratique et à un néolibéralisme autoritaire qui va se servir de tous les outils numériques. Moi, je suis vraiment affligé de tout ça et je pense qu'il faut vraiment se révolter parce que certes, il faut endiguer la pandémie et je pense que plutôt que de nous prendre pour des gosses à nous dire tout ce qu'il faut faire, là, et c'est la position du gouvernement qui, en plus, n'accepte pas ce que c'est qu'un enfant. Là, tout ce qu'a dit la collègue sur qu'est-ce qu'il faut pour un enfant pour aller à l'école, je veux dire, c'est imaginé par des adultes qui ne connaissent rien à l'enfance, à ce que c'est que le développement d'un enfant, etc. Enfin, ces politiques qui se prennent pour savoir alors qu'ils ne savent rien du tout
et qui nous conduisent dans le mur au détriment de nos libertés fondamentales, moi je trouve que c'est grave. Donc là, il y a vraiment un enjeu démocratique de responsabilité collective et pas juste individuelle des gens. La première des responsabilités, c'était de ne pas faire n'importe quoi au départ et d'avoir des masques et des tests en nombre suffisant. Ce qui n'a pas été fait, donc maintenant on demande aux individus de s'adapter et de rogner sur leur propre liberté là où le pouvoir public n'a fait que des conneries. Donc, moi, je suis assez affligé et vraiment énervé avec tout ça. Donc, le déconfinement, pour un déconfinement qui soit vraiment bien fait, il faut essayer de s'appuyer sur l'intelligence collective des gens. Ça suffit. On n'est pas des crétins. Merci Mathieu Bellassène pour votre ajout qui permet de voir la difficulté de combiner déconfinement et liberté publique, d'où l'importance de mettre en œuvre un processus démocratique. Pour conclure ce tour de table, avant de prendre quelques questions de nos internautes, je vous donne la parole, Catherine Chabin. Je me retrouve déjà très bien dans les paroles je crois que c'est Mathieu, de la personne précédente. Moi, je vais rajouter, donc ça va dans le même sens, moi je pense qu'il faut faire confiance, parce que dans ce que j'ai remarqué dans le confinement, bon, peut-être que j'avais de la chance, j'ai vu que les gens avaient des attitudes relativement, enfin même respectueuses, civiques, des contraintes. Et je pense que pour le déconfinement, vraiment, il faut jouer sur, masque, gestes barrières, enfin tout ce qu'on a dit, distanciation, je pense que, et d'être beaucoup dehors, je pense que c'est largement suffisant. On peut ressortir en prenant masque, en faisant attention aux distances, les 2 mètres, les 2,50 m, je ne sais plus, enfin tous les gestes, voilà. Moi, je pense qu'il faut faire confiance, voilà. C'est tout. Merci beaucoup. On va passer aux questions des internautes. Je vais donner la parole à Léonore. Bonjour. Pardon. Alors, je vais juste remonter un peu chronologiquement dans les questions. Mais la première question qui se tournait plutôt vers Catherine Hill, qu'est-ce qui nous manquait qu'est-ce qui nous manque en France pour faire des tests? Alors, l'une des internautes avait apporté un début de réponse en disant qu'il nous manquait des compétences chimiques. J'imagine que c'est vrai. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous manquent? Pourquoi on n'a pas pu faire plus de tests en France? Ça, c'est la première question, pardon. En marche à empêcher tous les gens qui savaient faire des PCR, comme les vétérinaires, les labos privés, etc., de s'y mettre. Et donc, on a pris un retard énorme. Et ensuite, il peut manquer des choses de base, des écouvillons, des réactifs, etc. Donc, visiblement, il y a pénurie. Et si on écoute bien ce que le gouvernement a dit, ce qu'a dit Édouard Philippe, c'est pas sûr qu'il y ait 700 000 tests par semaine la première semaine. Donc, on n'a pas ce qu'il faut pour tester très largement comme il faudrait faire. Et surtout, il est beaucoup trop tard parce que le virus continue à circuler. Si on avait fait ça au début, il y avait besoin de beaucoup moins de tests pour trouver tous les gens infectés. Le problème, c'est très bien de respecter les libertés, mais le virus aussi, il est libre et il circule comme il peut d'une personne à une autre. Donc, ça, c'est un problème et il faut faire avec. Il faut arriver à s'en débarrasser. Merci pour ces premières questions. Il y avait une autre question qui avait apparu, peut-être que ce sera pour Mathieu, concernant la mobilisation des soignants. Je pense qu'ils étaient déjà beaucoup mobilisés avant cette crise, mais actuellement, est-ce qu'on sent une mobilisation dans les hôpitaux ou alors est-ce qu'ils ont encore la tête trop sous l'eau Écoutez, la mobilisation, elle continue. Et encore hier, avant-hier, l'hôpital Robert Debré à Paris, dans le 19e, il y a une manif de soignants, il y a des vidéos sur YouTube. L'hôpital du Vinatier à Lyon, qui est un hôpital psychiatrique, il y a des manifs quasiment deux fois par semaine en ce moment. Il y a eu la mobilisation à l'hôpital Saint-Antoine au début de l'épidémie à Paris, où avec une discussion hallucinante entre la direction et les soignants de terrain qui sont envoyés, alors là au front, oui on peut dire le front, sans rien. Et il y a un degré de colère, je vous renvoie là, il y a un hashtag on n'est pas des héros, avec voilà, il y a les initiatives aussi de bas les masques, le monde d'après, etc. Toutes ces initiatives, les soignants là-dedans disent il y en a ras-le-bol.
parce qu'on n'est pas des héros et on ne va pas nous acheter avec des primes. Enfin, il faut voir ce que ça veut dire. Buzyn a fait la même chose pour essayer de calmer la révolte aux urgences et à l'hôpital public en donnant 2-3 primes comme ça. C'est même pas des augmentations de salaire. Et là, je pense qu'il y a un tel degré d'écœurement. Donc, il y a deux choses là qui peuvent se produire. La première, c'est que vraiment, la révolte, elle se transforme en une révolution, c'est-à-dire on change d'institution même des institutions de santé, c'est-à-dire qu'on reprend du pouvoir et le pouvoir, il faut qu'il soit pris par les usagers d'abord, et puis par les paramédicaux qui font tourner les services, et puis par les médecins. Mais il faut que ce soit les usagers et puis les premiers, les paramètres qui soient vraiment au cœur du truc, et que les administratifs, normalement, sont là pour nous aider à faire notre travail. Et ils ne sont pas là pour nous dicter ce que c'est que notre travail. Donc ça, c'est la première chose. Si on y arrive, et il y a le collectif Interhôpitaux qui a fait sa conférence de presse mardi, elle est disponible aussi sur YouTube, je vous engage à la regarder, parce que tous les collègues racontent quel a été le quotidien à l'hôpital là, depuis 6 semaines, avec cette reprise en main où les tableaux Excel reviennent. Et puis, la deuxième chose, s'il n'y a pas cette révolution au sens de changement d'institution, on va arriver à une sorte de défaitisme des gens. Là, les soignants le disent, hein, si ça continue comme ça, on va se mettre en arrêt maladie parce qu'on n'en peut plus. D'abord, on n'a pas de vacances, c'est le plan blanc, on ne peut pas se reposer. Le Covid a infiltré toutes nos vies privées, nos vies personnelles, la vie professionnelle, tout ça s'est emmêlé. Et donc là, il peut y avoir un moment de défection massif. Alors certes, on tient à faire le job parce que c'est notre boulot et qu'on a des convictions à le faire, mais on n'est pas des martyrs et le sacrifice, ça suffit. C'est-à-dire qu'on a trop joué longtemps sur la position sacrificielle des soignants. Là, maintenant, il y a vraiment une colère et cette colère, si elle n'est pas transformatrice dans un sens émancipateur, cette colère, elle va être autodestructrice. Elle va autodétruire le système de soins. Donc, il faut applaudir, d'accord, mais il faut surtout se révolter là. Et ça, on a besoin de tout le monde parce que ça suffit. Et je pense que là, il y a déjà des appels. Hein. Il y a eu des manifs confinés là, pour le 1er mai avec énormément de soignants qui ont fait des choses. Et il y a des appels pour après à se retrouver dans la rue dès qu'on peut, mais pas que dans la rue. Déjà, dans nos hôpitaux, ce qu'on a vu de extrêmement positif, c'est que ça a transformé le lien entre les gens. Ça a transformé le lien entre les services, entre les soignants, entre plein de gens. Ça a créé une capacité de travail inouïe, mais parce que le pouvoir était redonné aux premiers concernés sur le terrain. Voilà, donc oui, il y a des mobilisations et je pense qu'elles doivent s'intensifier parce que la situation est dramatique. Merci Mathieu. Je pense que ça va être une dernière question, à mon avis. Du coup, ça va dans le sens de ce que vous disiez à l'instant sur la révolte. J'ai vu beaucoup d'internautes s'interroger sur comment se mobiliser en cette période de confinement. Bon, là, on s'approche d'un déconfinement, mais est-ce qu'on ne va pas être reconfiné? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'interrogent sur les possibilités de mettre en action ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire arrêter d'être pris pour des bus, quoi. Ce que je propose, c'est que vous preniez la parole pour un mot de fin, l'une et l'un après l'autre. On va commencer par vous, Catherine Hill, parce que c'est un sujet, pour commencer par l'approche sanitaire, qui est vraiment importante. Il faut continuer à faire attention, il faut porter des masques partout, quand on est dehors, quand on est dans un magasin, quand on est n'importe où. Et le gouvernement continue à avoir un discours complètement vasouillard à propos des masques et dire allez, prenez les masques pour les transports en commun. Non, il faut porter des masques partout. Si vous portez un masque, si vous êtes contaminé, vous n'allez pas contaminer les autres. C'est la raison principale. Si vous êtes contaminé et que vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il faut porter un masque. Pour que la personne contaminée en face porte un masque aussi et ne vous crache pas du virus dessus. Deuxièmement, si vous portez un masque et que vous touchez le bouton d'ascenseur, la caisse du supermarché ou Dieu sait quoi, vous n'allez pas mettre vos mains dans votre bouche et sur votre nez pendant que vous êtes sorti. Et si vous rentrez, vous vous lavez les mains, c'est bon. Donc, il faut porter des masques absolument. Et il faut arriver à sortir de cette histoire de tests et faire beaucoup plus de tests pour trouver les gens qui sont positifs et les isoler et isoler leurs contacts. Et il faut faire ça très vite. Et tel que c'est prévu, les médecins avec 2 € par contact, etc., tout cette usine à gaz, ça ne va jamais marcher. Donc, on va continuer à avoir des contaminations
faites attention à vous, les enfants vont aller à l'école, ils vont revenir avec le virus, tout ça, ça va augmenter la circulation du virus. Faites attention tout le temps. Merci Catherine Hill. On va passer la parole à Mathieu Bellassène avant de conclure avec Catherine Chabrin. Moi, je pense que la question, c'est comment on s'auto-organise. C'est-à-dire que là, on a vu que c'est ça qui marchait, et comment on essaye de transformer les choses là où on est, c'est-à-dire de manière micro-politique. Donc, de manière micro-politique, ça peut être déjà comment on s'occupe les uns des autres dans nos quartiers, etc. C'est comment un hôpital, il doit desservir les gens qui sont autour, quoi. Et donc, il faut absolument que les citoyens demandent des comptes de ce qui se passe à l'hôpital, de comment les choses sont gérées, parce qu'il faut dire quand même que la question du devoir de réserve qui nous muselle, et vraiment on est muselé par cette histoire-là, il faut que ça soit pulvérisé par les citoyens, c'est-à-dire par vous toutes et tous, voilà, et pas que par les professionnels quand ils se mobilisent, voilà, bah, ça sert quasiment à rien. Donc il faut vraiment que les citoyens là se soulèvent, mais à partir de là où ils sont, de là où nous sommes toutes et tous, dans nos lieux, et tisser les liens entre les lieux, quoi. Voilà, et créer un milieu qui soit beaucoup plus favorable. Mais je pense que voilà, l'auto-organisation, c'est ce qu'il y a de mieux, et on l'a vu en acte ces dernières semaines. Merci Mathieu Bellassène. Et pour conclure, on vous écoute, Catherine Chabrin. Oui, ça va être... j'étais en train de penser... conclure, eh ben, il faudrait que, bon là les parents vont être obligés là, de retourner travailler pour pas mal, donc les enfants vont peut-être retourner dans les écoles, je ne sais pas comment ça va se faire avec les mesures dont je vous ai parlé, donc j'avais cette idée qu'on pourrait développer l'école dehors, l'école dans la nature, essayer autrement l'école, ne pas rester enfermé et confiné dans des murs, parce que le déconfinement pour le moment, les enfants ne sont pas déconfinés dans le déconfinement, dans les mesures scolaires. Voilà. Donc, et puis d'écouter les enfants, ils ont plein d'idées. Voilà. Je termine comme ça. Merci Catherine Chabrin, et merci à toutes et à tous. C'était vraiment un échange passionnant et qui va nous mettre dans le vif du sujet pour les revendications politiques après le 11 mai. Donc on va accueillir, je vous remercie, et on va accueillir la deuxième table ronde. Bonjour Odile Morin. Bonjour. J'en profite pour vous faire passer un petit texte. Je ne sais pas si vous le voyez là. On voit. Si, on le voit, on le voit, on le voit. Voilà. Et le slogan que nous avons mis en avant avec plusieurs associations, nous ne sommes pas des personnes jetables et que nos morts ne sont pas acceptables et que nous ne voulons pas d'eugénisme à l'hôpital. C'est très beau, c'est très beau. Bonjour Benoît Boritz. Bonjour Paul. Bonjour Fanny Vincent maintenant. Bonjour. Et à Marjorie Queter. C'est bon, nous sommes Bonjour. au play. Donc, déjà, merci à toutes et à tous d'être ici pour la deuxième session sur les revendications politiques après la date de début du déconfinement du 11 mai. Donc, pour ce deuxième débat, nous sommes avec Fanny Vincent, qui est une sociologue de la santé, auteure de La case du siècle, qui va intervenir pour faire des propositions sur l'hôpital public, Odile Morin, qui est présidente de l'association Handi Social, qui vient nous parler des droits des personnes handicapées, oubliées dans la crise du Covid-19 et de la nécessité de mener la bataille à leur côté contre le validisme. Et Benoît Boritz, qui est économiste, va nous faire des propositions pour une démocratie au sein des entreprises, avant de conclure sur le tour de table avec Marjorie Queters, qui fait partie de PEPS pour une écologie populaire et sociale, et qui va nous faire des propositions pour une écologie populaire et sociale. Donc, dans ce deuxième débat, nous mettrons en avant des propositions qui nous tiennent à cœur sur l'écologie, le travail, la santé, le handicap, et nous essaierons de réfléchir à comment mener ensemble ces combats pour parvenir à une société où prime le bien commun et non les intérêts de quelques-uns,
comme ce qui a été parfaitement exprimé sur le déconfinement lors de la première table ronde. Donc bonjour Fanny Vincent, donc, je rappelle que vous êtes sociologue de la santé. Je vais vous mettre en grand écran, puisque c'est à vous de nous partager justement ce que vous souhaitez par rapport aux revendications politiques, notamment vis-à-vis de l'hôpital public. Merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette soirée. Alors, j'ai réfléchi à des propositions pour défendre, pour sauver l'hôpital public, penser l'après 11 mai. Alors, il y en a plein. Hein. Alors, en l'espace des 5 minutes qui me sont imparties, je vais me concentrer sur une mesure qui me semble essentielle, même si elle n'est pas suffisante. Elle est absolument nécessaire. Et cette proposition, c'est une proposition finalement assez simple, qui est d'écouter les professionnels de santé, d'écouter le personnel hospitalier. Il me semble que ça fera un lien avec ce qu'a dit Mathieu Bellassène juste avant. Alors, qu'est-ce que ça signifie, écouter les professionnels de santé, écouter le personnel? Eh bien, ça signifie investir massivement dans l'hôpital public, investir de manière durable et de manière directe, c'est-à-dire sans passer par des acteurs privés et sans limiter cet investissement au temps de la crise. Investir dans l'hôpital public, donner aux professionnels les moyens de travailler, de faire correctement leur travail et d'avoir le temps de parler avec les patients. Pourquoi ? Parce que ce sont eux, les professionnels, les travailleurs, qui savent comment bien travailler, qui savent comment s'organiser. Concrètement, cette proposition que je fais, c'est pas seulement la mienne, elle recoupe largement les revendications que porte le collectif Interurgence depuis plus d'1 an et puis le collectif Interhôpitaux. Ça implique une revalorisation des salaires, non pas seulement par des primes, comme fait le gouvernement depuis des mois et comme il le fait encore face à la crise. Il faut rappeler que les infirmières sont tout en bas du classement de l'OCDE en termes de rémunération. Ce sont des métiers qui sont parmi les métiers préférés des Français, je pense encore une fois au métier d'infirmière, qui sont aujourd'hui applaudis au balcon à 20h tous les soirs, mais qui restent des métiers qui sont très peu payés par rapport aux contraintes qu'ils ont, aux expositions qu'ils subissent et aux responsabilités qu'ils portent. Et ça vaut aussi bien pour les infirmières que pour les aides-soignantes, et pour les médecins et pour tous les professionnels, mais là je parlais plus spécifiquement des soignantes. Écouter les professionnels, c'est aussi embaucher du personnel, embaucher en nombre du personnel pour abattre la charge de travail qui ne fait qu'augmenter sur tout le XXe siècle, si je puis dire. Ça implique aussi de donner aux professionnels les moyens matériels pour travailler correctement. Quand je dis moyens matériels, c'est à la fois le matériel de base, des gants, des pieds à perfusion, des tenues de travail, des blouses, des draps pour faire les lits des patients. Et puis aujourd'hui, c'est tout particulièrement les masques, les surblouses. Mais donner du matériel, c'est aussi du matériel plus conséquent, des lits d'hospitalisation. Et donc, ça implique de sortir d'une gestion tendue des lits selon des objectifs de rentabilisation, selon des cibles d'occupation des lits. On parle de taux d'occupation des lits d'hospitalisation. Et la crise d'aujourd'hui, il me semble, montre l'importance justement pour les hôpitaux d'avoir des lits en nombre, des chambres seules pour pouvoir faire face à des périodes de crise comme celle-ci. Et ça rejoint ce que disait Anne Gervais sur France Info il y a quelques jours, à savoir qu'il fallait accepter de laisser des lits vides qui équivalent aujourd'hui en fait à une perte d'argent. Et puis écouter les professionnels, c'est aussi sortir des logiques de gestion de la main-d'œuvre basées sur la polyvalence du personnel à tout prix, qui engendre une insatisfaction du travail qui déqualifie. Donc écouter les professionnels de santé, le personnel hospitalier, ça implique évidemment de mettre de l'argent dans l'hôpital, d'investir massivement, c'est-à-dire de mettre de l'argent dans les conditions de travail et dans les conditions de prise en charge des patients, investir pour la qualité des soins. Ça implique à son tour de changer la définition en fait, de ce que sont les dépenses publiques de santé et de ce que sont plus largement les dépenses publiques, les charges sociales, les prélèvements obligatoires. En réalité, ces dépenses sont des investissements. Ce sont des investissements pour la sécurité sanitaire, pour la sécurité sociale. Ce sont des investissements pour l'intérêt général. Et cet argent dépensé, en réalité, ce n'est pas seulement une dépense, c'est aussi une ressource publique. Et puis par ailleurs, je finirai là-dessus, mettre de l'argent dans l'hôpital, c'est aussi un investissement qui permet d'éviter d'autres coûts. Parce qu'il faut bien avoir en tête que refuser d'augmenter les moyens de l'hôpital public, ça a aussi des conséquences qui sont très coûteuses.
il y a un coût au travail dégradé, qui est le coût sur la santé des travailleurs, et qui se mesure en termes d'arrêt de travail, en termes de burn-out, en termes d'invalidité, de maladies professionnelles. Ça, c'est le premier coût. L'autre coût, c'est le coût des prises en charge dégradées des patients. Ça a un coût pour les patients, pour les familles, pour les femmes, d'une part, et puis ça a un coût pour la sécurité sociale aussi, d'autre part, parce que ça nécessite des réhospitalisations parfois, des consultations supplémentaires, donc tout ça est coûteux. Et puis enfin, il faut prendre en compte le coût démocratique des conditions de travail dégradées, des conditions de prise en charge des patients dégradées. Et là, je fais référence à des études qui sont notamment menées par la DARES, donc le ministère du Travail, qui ont montré qu'une faible autonomie au travail, qu'une pénibilité physique accrue dans le travail, qu'une intensité du travail, qu'un manque de reconnaissance dans le travail, eh bien, favorise finalement la passivité civique, c'est-à-dire le retrait vis-à-vis de la vie de la cité, et la tendance à l'augmentation du vote pour l'extrême droite, notamment pour le Rassemblement national, qui est quelque chose dont il faut se soucier à l'hôpital parce qu'il explose ces dernières années, notamment dans les catégories C. Donc écouter le personnel, écouter les professionnels, c'est à la fois une nécessité sanitaire, une nécessité de cohésion sociale et une nécessité démocratique. Voilà. Merci beaucoup, Fanny Vincent. On va passer maintenant la parole à Odile Morin. En tant que présidente d'Andy Social, quelles sont vos propositions politiques? Je vous mets à l'écran. Alors, je crois que d'abord, il faut partir d'un constat, c'est que le handicap en France repose beaucoup sur encore un modèle charitable, lié à la solidarité familiale, ou sur un modèle médical. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se réfère au modèle social, au modèle social du handicap, qui est le modèle majoritaire aujourd'hui dans le monde occidental, sauf en France. Et ce modèle, il considère que le handicap, c'est le résultat d'une interaction entre un individu qui a une déficience, qu'elle peut être physique, sensorielle, intellectuelle ou psychique, et des barrières environnementales, qu'elles soient physiques, comportementales, de communication, créées ou maintenues par la société. C'est une approche du handicap qui fait que c'est pas seulement le fruit d'une déficience individuelle médicalement constatée, mais que c'est aussi déterminé par les limites de l'organisation environnementale et sociétale. Et ça pointe la responsabilité de la société et les barrières environnementales qu'elle met en place et qui empêchent une intégration complète des personnes handicapées. Et donc, selon ce modèle, ce ne sont plus les personnes handicapées et leurs déficiences qui sont mises en cause, mais la société qui est incapable de fournir des réponses adaptées. Il faut savoir que la France a ratifié la Convention ONU des droits des personnes handicapées en 2010, mais qu'elle ne l'applique pas. Et Catalina de Vandos, qui est la rapporteure spéciale de l'ONU, qui a sorti un rapport en 2019 sur l'état de la France, elle utilise 3 termes essentiellement. Elle parle de privation de liberté, elle parle de ségrégation et elle parle d'atteinte aux droits humains. Donc vous voyez qu'on part vraiment de loin. Et ce qu'elle réclame, c'est que nous soyons des sujets de droit et non pas des objets de soins. Et nous, ce que les associations qui représentent directement les personnes, et non pas les associations gestionnaires qui se prétendent militantes et qui sont l'interlocuteur principal des pouvoirs publics, alors qu'elles défendent un modèle gestionnaire et qu'elles ont, je dirais, monopolisé notre parole à notre place. Nous voulons que, voilà, notre leitmotiv, c'est rien pour nous sans nous. Et on constate et on déplore aussi toute la fragilisation des personnes handicapées qui a été construite par l'institutionnalisation, qui est le modèle principal en France, et qui a d'ailleurs, si on parle de la crise du Covid, entraîné dans l'ensemble des établissements médico-sociaux une surexposition au virus, d'une part à cause de la promiscuité et d'autre part à cause de la vie en collectivité. Auquel on va ajouter toutes les carences du gouvernement. Je reviendrai pas dessus puisque mes prédécesseurs ont largement développé, mais principalement dans les établissements spécialisés, les professionnels n'avaient pas de masque, n'avaient pas de blouse, n'avaient pas de gants, enfin voilà. Donc ça a permis au virus de galoper. Et face à ça, à quoi nous nous sommes heurtés, enfin principalement les personnes institutionnalisées, c'est à des refus d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des consignes qui ont été données par les pouvoirs publics, par les ARS, de ne pas accepter à l'hôpital. Ça a été la même chose pour dans les lieux où les soignants ont été confrontés à une obligation de tri,
ça a été d'écarter de l'accès à l'hôpital et à la réanimation les personnes handicapées et les personnes âgées. Alors, s'il peut y avoir des motifs objectifs de refuser, enfin pas de refuser, parce que ça doit être in fine la décision de la personne concernée et non pas du milieu médical, mais si effectivement aller en réanimation peut poser des problèmes à certaines personnes âgées du fait de pas mal de comorbidités ou à certaines personnes handicapées ou ayant des pathologies multiples, le handicap en tant que tel n'est pas un motif de complications en réanimation. Et pareil, hein, le handicap intellectuel a été écarté à certains endroits. Il y a des pays qui disent que de toute façon, un trisomique, il n'est pas utile, donc il ne doit pas être prioritaire pour la réanimation. Donc c'est tout ça qui nous a mis très en colère avec d'autres associations et qui nous a amené à communiquer sur ces questions-là. Il faut savoir aussi que l'information sur les gestes barrières, elle n'a pas été accessible pour l'ensemble de la population. Elle l'est toujours pas en réalité de manière qualitative et de manière approfondie, mais elle l'est encore moins pour des gens qui peuvent avoir des difficultés de compréhension, pour des gens qui peuvent avoir des difficultés à faire les bons gestes. Quand on voit le nombre de gens qui utilisent pas correctement le masque, qui se lavent pas les mains correctement, moi je suis très inquiète de la suite. Et en même temps, il n'était pas question que on interdise de sortir aux personnes âgées et handicapées. Déjà, le confinement s'est passé dans des conditions intolérables, puisque à la privation de liberté, je dirais habituelle qu'il y a dans les établissements, où les gens sortent quand on les autorise à sortir et non pas de leur libre chef, c'est ajouté effectivement un confinement où on leur a pas demandé leur avis, où on les a traités comme des mineurs, ce qui n'est pas non plus acceptable. Et je dirais qu'en plus, par rapport à la question de l'information sur les mesures barrières, pour prendre des décisions éclairées, il faut des infos et qui soient éclairantes. Et puis, il y a toutes les aberrations et les contradictions entre aller travailler, par exemple Airbus, hein, qui a monopolisé un certain nombre de masques ici en région Occitanie, qui a fait travailler les gens sur des tâches qui n'étaient pas essentielles, et en même temps le confinement dans les quartiers où on a verbalisé à tout bas quand on ne cognait pas les jeunes. Donc nous, nos demandes, c'est la désinstitutionnalisation, parce que je crois que vraiment cette crise a été l'occasion de montrer que le modèle médical n'était pas du tout adapté et surtout ne protégeait pas les gens, alors que souvent c'est ce qu'on met en avant pour institutionnaliser les gens. Donc nous, nos demandes, elles sont d'accéder à une vie autonome, une vie que l'on choisisse, dans un lieu de vie choisi, avec les accompagnements que l'on choisit. Et pour ça, ça passe par un budget d'assistance personnelle qui permette effectivement de compenser nos handicaps par des aides humaines, par des aides techniques, par des aides technologiques. Ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir pratiquer l'autodétermination, utiliser la pérémulation et la pérédance pour, je pense notamment à la question de la formation des professionnels, parce que nous sommes les experts de notre quotidien et malheureusement les soignants et les personnels du médico-social ont une connaissance très limitée de nos besoins et de nos aspirations et de ce qui est bon pour nous, parce que par définition c'est variable selon les individus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des systèmes autogérés et dans une société qui pratique pas l'enfermement et la torture, la contention, l'isolement, la médication non utile. On veut bénéficier d'émancipation. Il y a aussi la question de l'acceptation de la neurodiversité, c'est-à-dire que la question des personnes autistes, la question des handicaps cognitifs mentaux, ça suppose effectivement qu'on soit des sujets de droit auto avec une capacité juridique pleine et entière, c'est-à-dire pas du tutelle, mais par contre ce qui se fait dans d'autres pays, c'est une assistance à la décision pour les personnes qui ont des difficultés intellectuelles ou des difficultés psy ou cognitives ou autres. Je regarde un petit peu mes petites notes, hein, parce que j'ai des problèmes cognitifs et parfois du mal à suivre les choses. Voilà, on veut être des sujets de droit et pas des objets de soins. Et pour ça, il faut effectivement que le milieu médical s'acculture sur ces questions-là. Moi, je sais que les médecins qui ont fait des tris, le problème, c'est que il y en a qui ont pu le faire de manière cynique, mais je pense pas que ce soit la majorité. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont supposé
que nos vies ne valaient pas la peine d'être vécues parce qu'on était handicapé. Et c'est encore plus flagrant quand on a des personnes avec des handicaps lourds, des personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs 4 membres ou qui ont des difficultés d'élocution qui ne sont pas compréhensibles facilement, ce qui ne les empêche pas d'avoir une intelligence tout à fait normale et en tout cas un cœur et des aspirations et des envies. Et on le voit par exemple, moi je sais que souvent en France on nous dit bah non, pour une personne lourdement handicapée, la seule solution c'est l'institution. Non, par exemple vous avez ce qu'on appelle la coopérative JAG en Suède, où ce sont des personnes polyhandicapées, accompagnées ou non de leur famille, qui s'autodéterminent, c'est-à-dire qu'effectivement elles vont peut-être pas faire des choix extrêmement élaborés, mais en tout cas, elles vont choisir ce qu'elles mangent, avec qui, à quelle heure. Et je pense que c'est le moindre des droits, et on priverait des personnes neurotypiques et valides de ce droit, ça ferait un véritable tollé. Donc, c'est pas acceptable que dans ce pays, on continue à être mise à l'écart sous prétexte de nos différences et sous prétexte de nos manques d'aptitude. Je vais vous donner un exemple tout bête que je prends souvent sur la question de la compensation du handicap. Je vais vous laisser illustrer cet exemple et puis après on passe à la suite. Mais merci, c'est vraiment très intéressant. Toutes les personnes qui portent des lunettes dans ce pays ne se considèrent absolument pas comme handicapées. En tout cas, celles pour qui la vision devient normale avec le port des lunettes. À aucun moment, elles considèrent qu'elles sont handicapées. Pourtant, si on leur retire leurs lunettes, elles sont en situation de handicap. Simplement, effectivement, sur ce type de déficience, le handicap est compensé et ça paraît naturel et personne n'est mis à l'écart parce qu'il porte des lunettes. Ben nous, avec nos fauteuils roulants, moi par exemple avec mon fauteuil roulant, si effectivement l'espace était aménagé, si ça faisait pas 40 ans qu'on attend que ce pays daigne se mettre en accessibilité en trouvant à chaque fois de nouvelles excuses et en nous mettant en difficulté, je pourrais circuler et me rendre partout et participer partout. Si mon camarade Ahmed, qui a des difficultés d'élocution, bénéficiait d'aide humaine en permanence ou d'aide technique qui lui permettent, comme Stephen Hawking, de communiquer sans aucun problème, eh ben, il pourrait mener une vie normale. Donc, il y a un problème d'a priori, puis il y a un problème, effectivement, se donner les moyens de notre participation à la vie sociale, à la vie citoyenne. Et quand on voit qu'il y a des milliards qu'on trouve pour renflouer des entreprises qui n'ont pas d'utilité sociale, on voit bien que ce sont des choix politiques. Merci beaucoup, Odile Morin. On va passer la parole à Benoît Boritz. Donc, rebonjour Benoît. Vous allez nous expliquer comment les travailleurs et les travailleuses peuvent prendre le pouvoir dans le système marchand ainsi que dans le secteur non marchand. Ah, très bien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci à PEPS de m'avoir invité. Je vais justement commencer par le non marchand en parlant de cette crise sanitaire qui couvait depuis pas mal d'années, puisque ça fait de nombreuses années que les personnels soignants avertissaient des carences de l'hôpital public et plus généralement de la santé. Et puis en face à eux, ils avaient un État patron qui n'hésitait pas, même quelques semaines avant la crise sanitaire, à utiliser les flashballs, les grenades lacrymogènes et ainsi de suite. Tout à l'heure, j'entendais Fanny Vincent qui parlait des personnels soignants, de la prise en compte de leurs paroles. Je pense très sincèrement qu'une économie normale aurait exigé que les budgets ne soient pas systématiquement contraints, que les personnels de santé ne soient pas des exécutants, mais des personnes reconnues dans leurs compétences et donc co-décideurs de ce qui doit être une santé publique digne de ce nom. Alors si je vous parle de co-décideurs, forcément c'est qu'il y a une autre partie. Je pense que l'autre partie, ce sont les salariés qui cotisent à ce système avec les cotisations sociales. Mais là, évidemment, on rentre dans un autre sujet. Ça fait bien longtemps que les élections à la sécurité sociale ont été suspendues et que le budget de la sécurité sociale dépend maintenant d'un Parlement godillot avec un gouvernement qui est quand même minoritaire en voix dans ce pays. Mais en fait, quand on regarde ça, on s'aperçoit que cette situation, c'est pas le seul fait de la santé publique. Je dirais que d'une façon générale, et à quelques exceptions près, les exceptions, ce sont les SCOP par exemple, dès que nous rentrons dans le monde du travail, eh bien, on cesse d'être citoyennes et citoyens. On doit exécuter les ordres d'une direction qui nous est extérieure. Eh bien, il n'y a qu'une seule raison qui explique cette situation anormale, si je puis dire, c'est la rentabilité du capital. Une rentabilité qui impose que les apporteurs, ils aient le pouvoir pour permettre
le profit qu'il valorise. Eh bien, aujourd'hui, c'est cette même rentabilité du capital qui impose les budgets contraints de l'hôpital public. Voilà. Alors, démocratie dans les entreprises. Ben, je dirais que c'est à la fois une aspiration puis une solution. Une aspiration évidente, une aspiration, on en a assez d'être pris pour des moins que rien, des minus, dès qu'on passe les portes de l'entreprise. Ça, c'est une évidence. Mais je vais surtout ce soir insister sur la question solution. Parce que je pense que le capitalisme nous montre, et puis il va encore nous montrer, son incapacité de faire face aux enjeux anthropologiques qui se présentent à nous. Bon, on entend déjà la petite musique de la croissance, qui évidemment va être bien coloriée en vert à l'issue de ce confinement, mais qui en réalité n'est qu'un prétexte pour engranger encore plus de profits. Et déjà, on le voit, on commence à demander aux salariés de prendre leur part d'effort dans la relance de l'économie. Bon, je crois qu'il faut regarder la situation d'une façon assez crue. On est actuellement dans un contexte où les faillites de PME, de petits commerces vont se multiplier. Déjà, il y a des grands groupes qui annoncent des plans de licenciement. Bon, ce n'est pas une situation nouvelle. Le chômage de masse, très sincèrement, je crois qu'il faut en avoir conscience, la précarité, ça fait 40 ans que ça ronge nos sociétés. Là, je voudrais être assez clair ce soir, dire je ne pense pas qu'on pourra avoir de projets sociaux et écologiques crédibles si nous ne répondons pas prioritairement à cette question immédiatement. Alors là-dessus, je pense qu'il ne faut pas de solution au rabais, des solutions qui divisent les salariés en deux catégories. Je pense par exemple à la solution de l'État employeur en dernier ressort, avec des salariés qui sont employés dans le privé que le privé a choisi, et puis l'État qui emploie les autres. On entend ces choses-là venir de la gauche américaine. Je pense qu'il faut être relativement méfiant là-dessus. Je pense au contraire qu'il nous faut une solution dans laquelle les entreprises seront obligées d'embaucher la totalité des personnes qui souhaitent avoir un emploi. Et ça, je pense que c'est possible avec un système de bonus-malus, mais qui est exclusivement à la charge de l'ensemble des entreprises. C'est une solution que je présente sur le site économie.org que j'invite à aller regarder. Je pense que aborder cette question de la fin du chômage et de la précarité, je pense que c'est l'axe qui nous permettra de réhabiliter le travail, d'augmenter les salaires, les cotisations sociales. Alors évidemment, des cotisations qui permettent de financer un système de santé à la hauteur, mais aussi, parce que c'est un élément de débat quelques mois avant, des cotisations qui permettent une retraite à un âge raisonnable avec un beau taux de remplacement. Eh bien ça, je crois qu'il faut être clair, ça signifie toujours moins de profit. Alors là, je voudrais être relativement clair ce soir avec vous. Je crois que cette question de profit moindre est totalement contradictoire avec la valorisation des sociétés de capitaux et donc le maintien des actionnaires. Je crois qu'on n'est plus du tout dans une situation qui était la situation des années, je dirais 70, 80, 90, dans laquelle on pouvait se dire, c'est pas grave, il y a une avancée sociale, on a de bons salaires, et le capital, il arrivera toujours à augmenter la production pour absorber ces avancées sociales. Non, ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête, ça n'est plus possible, et ça pour une raison extrêmement simple. La croissance n'est déjà plus ce qu'elle a été dans le passé. Et si tant est que ce soit encore possible, par je ne sais pas quelle recette économique keynésienne, je pense que c'est en l'état actuel des choses une aberration écologique. Alors c'est pourquoi je pense très sincèrement que nos aspirations aujourd'hui que nous exprimons, sociales et écologiques, sont en contradiction totale avec le maintien des actionnaires dans les entreprises. Donc je crois que ça ouvre la voie à des entreprises qui sont dirigées par ces travailleuses et ces travailleurs. Et pour cela, je crois que nous devons avancer 3 propositions. D'abord, un système socialisé de financement qui remplacera définitivement le capital. Deuxièmement, des procédures juridiques d'éviction des actionnaires au profit des salariés dès que l'entreprise a des difficultés. Et enfin, dès maintenant, un droit de regard des usagers sur le contenu de la production, des modalités de distribution dans toute entreprise, et vous comprenez en quoi c'est pertinent vis-à-vis des multinationales et des GAFAM. Donc voilà, et je conclurai en vous disant que pour moi, la démocratie dans l'entreprise, c'est pas seulement une aspiration, mais c'est avant toute chose une nécessité pour nos sociétés. Merci Benoît. Pour terminer ce tour de table,
Marjorie Keters, donnez-nous votre point de vue pour aider à penser le paradigme d'une écologie sociale et populaire. Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Ça va? Ok. J'interviens pour PEPS, pour une écologie populaire et sociale, en tant qu'animatrice du pôle justice environnementale et membre d'une association qui lutte contre les crimes industriels et le droit à un environnement sain. Quelles seraient les propositions pour l'écologie populaire et sociale dans le cadre du déconfinement? En fait, il s'agit de voir qu'en premier lieu, cette crise pandémique renvoie directement aux questions de justice environnementale et qu'elle appelle en fait à envisager un nouveau modèle de société. Et qu'il faudrait pour cela d'abord un plan d'urgence qui soit un socle pour une société écologiste. Alors, en quoi est-ce que cette pandémie renvoie directement aux questions de justice environnementale? En fait, on a bien vu que ce virus est directement lié à la destruction de des habitats naturels et que en fait, la destruction de la planète va à des conséquences directes en fait sur la santé en général. On a vu aussi en fait que cette pandémie, elle a des conséquences extrêmement différentes en fonction du milieu social qu'elle touche et que, comme dans les autres secteurs liés à la justice environnementale, en fait, c'est toujours les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les premiers touchés. Là, j'habite en banlieue parisienne, dans le 93, et là, on peut voir que les premières personnes qui ont été mises en danger, ça a été les classes populaires, donc les éboueurs, les caissières, que non seulement ça touche les salariés, que les salariés les plus précaires, par exemple les salariés d'Amazon, se sont retrouvés avec les pressions les plus fortes de la part de leurs employeurs et avec le moins de défense possible. Donc ça touche les salariés, mais ça touche aussi les familles, ça touche aussi les résidents des quartiers, et ça renvoie en fait directement à une revendication qui est plus générale, qui est l'absolue nécessité de remettre en activité les CHSCT qui ont été supprimés. Parce qu'en fait, il s'agit de pointer le fait que la santé passe avant l'économie. Un des autres éléments liés en fait à cette inégalité de traitement du virus, qui est une inégalité sociale, c'est le lien avec la répression policière, les violences policières, l'autoritarisme qu'on peut voir est particulièrement poussé dans les quartiers populaires. Donc, pour reprendre ce que dit Paul Ariès, la proposition de l'écologie populaire et sociale, elle part d'un constat. En fait, ce sont les riches qui détruisent la planète et ce sont les pauvres qui peuvent la sauver. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut proposer face à ce constat? En fait, déjà, on entend beaucoup parler d'une union nationale. Ce n'est pas nécessairement la solution. Je reprends là les propos de Benoît qui vient d'intervenir. Là, on entend parler d'une économie de relance qui n'est plus possible par rapport aux ressources de la planète. Le productivisme, c'est plus jouable en fait. Donc, il s'agit là de changer le paradigme et d'envisager le fait que l'économie n'est pas supérieure à la santé, à l'environnement, à la planète. Et donc, par rapport à ça, on ne peut pas envisager aujourd'hui un retour à la normale et une relance économique comme on entend en fait. Il s'agit de repenser tout le modèle de société. Alors, quel serait le plan d'urgence déjà à la sortie du déconfinement? Il faudrait mettre en priorité le droit à un environnement sain et le droit de vivre, en fait, le droit à l'existence. Je reprends ce que Odile disait, il n'y a pas de personne qui soit inférieure à d'autres ou qui ait moins de droit de vivre que d'autres. Enfin, il faut arrêter, c'est pas possible. Et donc, à partir de là,
une plateforme de droits généraux et fondamentaux. Donc, le droit à un environnement sain, le droit de respirer, le droit de ne pas être pollué par les pesticides, les industries chimiques, le droit à l'alimentation. Donc, ce droit à l'alimentation, ça passe par des cantines gérées, des circuits courts, du local. En fait, l'idée générale, c'est que la société s'auto-organise, par exemple au sein de comités populaires, pour qu'il n'y ait plus de laissés pour compte, qu'elle défende son droit à l'existence et qu'elle défende en fait des communs, donc le droit à l'alimentation, le droit à l'eau, le droit à l'énergie, le droit à un logement sain, et ça peut passer par un certain nombre de mesures, mais qui demandent du coup de se révolter parce qu'on va se retrouver face à des gens qui veulent conserver leurs privilèges. Et nous, si on veut un modèle de société qui soit à la fois qui favorise à la fois le droit à l'existence pour tous et qui permette de sauver la planète, et ben voilà, il va falloir qu'on s'y mette tous. Merci Marjorie. Par rapport à tout ce que vous avez exprimé, c'était déjà très riche. Donc j'invite nos internautes à poser des questions à nos invités. Léonore les posera à la fin de ce débat. Je vais en profiter pour vous solliciter à nouveau, Odile Morin. Je vais vous mettre à l'écran tout en ouvrant le micro. Donc, à partir de votre point de vue situé, celle d'une activiste pour les droits des personnes handicapées, ces propositions que vous avez pu entendre de la part de nos 3 interlocutrices et interlocuteurs vont-elles dans le sens de l'émancipation collective, tout en ne laissant pas de côté les personnes souvent oubliées? Je pense qu'effectivement, l'autogestion des entreprises, parce que c'était un petit peu de ça, où l'économie coopérative me semble effectivement un modèle qui n'a pas pour objet d'exclure a priori effectivement les personnes les moins productives, enfin considérées comme les moins productives, parce que ça aussi, ça peut se discuter. Et à partir du moment où chacun trouve une place dans la société en fonction de ses envies, de ses points forts, de ses points moins forts, voilà. Après, nous, ce qu'on veut dénoncer, c'est effectivement le validisme. Et le validisme, c'est quand même quelque chose, c'est cette norme sociale qui fait que les individus sont hiérarchisés en fonction de leur utilité. Et de leur utilité, non pas leur utilité sociale et leur utilité pour l'ensemble des individus, mais de leur utilité dans un système productiviste. Et au bénéfice de qui? Au bénéfice d'une petite clique qui ne travaille pas beaucoup, mais qui touche beaucoup. Donc ça me convient. Après, sur la question de l'écologie, c'est d'autant plus important pour nous parce que un certain nombre de personnes handicapées ou avec des maladies invalidantes sont dans la situation dans laquelle elles sont parce que justement la multiplication des pesticides, la multiplication de la malbouffe, la multiplication de la pollution a un impact sanitaire sur les personnes. Et donc parce qu'on parle souvent des morts, mais il n'y a pas que la mort, il y a aussi la réduction de l'espérance de vie en bonne santé qui touche beaucoup de gens, et notamment les classes les plus populaires, les plus laborieuses. Donc c'est important effectivement d'avoir une approche qui n'exclut personne. Et on sent bien, nous, la répression qu'on vit, personnes en situation de handicap, activistes du champ du handicap, que le système est inquiet effectivement de l'émergence de nos revendications et des opérations de désobéissance civile qu'on mène depuis un certain temps. Il faut savoir que moi et 14 de mes camarades, on va passer en correctionnel pour avoir mené des opérations de désobéissance civile absolument non violentes, sans casse, sans rien, simplement parce que on ne peut pas continuer à vivre comme l'a constaté l'ONU dans ce pays. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec vous, Fanny Vincent. J'ai la caméra en même temps.
comme dirait notre cher président. Vous avez mis sur la table des propositions pour l'hôpital public et la santé. Est-ce que l'on ne peut pas élargir ces luttes à d'autres biens communs comme l'eau, le logement et l'alimentation, comme l'a évoqué par ailleurs Marjorie Ketter? Oui, absolument. Enfin, moi, je serais un peu mal placée pour parler des luttes sur les autres secteurs parce que je ne suis pas spécialiste, mais ce qui est certain, c'est que la santé est un commun, en fait, comme les autres, biens communs que vous venez de citer. Donc, c'est important de penser globalement la lutte pour les travailleurs de l'hôpital, c'est-à-dire une lutte pour les communs. Et je me suis beaucoup focalisée, c'est vrai, sur les personnels hospitaliers, mais c'est aussi un combat qui doit être mené et qui implique en fait les patients, les usagers, comme on les appelle, de l'hôpital public et plus largement du système de santé. Donc ça implique par exemple de repenser la démocratie sanitaire, et là Odile Morin a complètement raison, il faut sortir aussi de cette gestion gestionnaire, institutionnalisée de la voix des patients, repenser cette démocratie sanitaire qu'on avait pensée aujourd'hui, qui a peu de moyens, qui est très institutionnalisée et qui ne représente pas, finalement tous les patients, tous les usagers. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Si, c'est parfait, et ça fait un lien vers la prochaine question que je souhaite poser à Benoît Boritz sur comment s'assurer que les choix de production réalisés aillent dans un sens écologique pour lutter contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Oui, ben, je crois que la question essentielle, c'est de changer le mode de choix des investissements. Aujourd'hui, un investissement, il est fait exclusivement sur la base de la rentabilité de cet investissement. Et schématiquement, plus les secteurs sont rentables, plus on va avoir des entrants sur ce secteur, et peu importe, je dirais, que ce secteur soit polluant ou pas polluant, ou socialement intéressant ou pas. Je dirais, ce qui prime avant toute chose, c'est la recherche du profit. Je pense que dans une de mes dernières propositions, je parlais de système financier socialisé. Pour moi, c'est un élément qui est important pour rompre avec cette logique. Un système financier socialisé, c'est un système dans lequel va s'articuler sur un fonds qui pourra être constitué à partir de cotisations sociales, mais qui sera un fonds citoyen dans lequel on va être capable de déterminer des enveloppes d'investissement en fonction de secteurs qui sont pour nous prioritaires. Alors après, bon, bien entendu, quelle garantie que nous allions dans la bonne direction? Je dirais que c'est le débat citoyen qui le déterminera. Mais on est capable, dans le cadre de ce débat citoyen, si l'humanité veut reprendre en main son destin, pour reprendre une formule assez consacrée, de déterminer les enveloppes qui seront nécessaires pour la transition écologique. Je pense à l'isolement des bâtiments, je pense au thème de la mobilité propre, je pense au thème des circuits courts, je pense à toutes ces choses, de déterminer des enveloppes d'investissement dans lesquelles, je dirais, les organismes, des banques socialisées, tout simplement, c'est-à-dire des banques dirigées elles-mêmes par leurs travailleurs et les usagers, pourront piocher pour se financer et pourront éventuellement, pour l'exécution de ces enveloppes, se financer à taux négatif, c'est-à-dire largement subventionné, lorsque l'enveloppe ne se réalise pas, ou si elle est relativement forte, décidée par les citoyens pour prendre un grand coup, là, il y aura du taux d'intérêt négatif pour qu'elle se réalise, pour inciter les agents économiques à la réaliser, de façon à ce que nous mettions enfin, je dirais, et nos vies et cette planète sur des bons rails. Voilà. Donc, je pense qu'une fois que la réponse, c'est la démocratie. Ce n'est pas autre chose. Merci Benoît. Je vais, avant de donner la parole à nos internautes, je vais vous poser une question, Marjorie Ketter. Vous avez fait des propositions pour poser la question écologique à partir des besoins et des modes de vie des classes populaires, mais comment revaloriser les métiers à dominante féminine, les activités de soins et de défense de l'environnement historiquement accomplies par les femmes, sans renaturaliser les rapports sociaux entre les sexes et augmenter la charge mentale des femmes? Waouh!
Est-ce que tu peux reposer la question? Ça serait pour vraiment aller sur la fin, c'est comment adapter les propositions de l'écologie sociale vis-à-vis du féminisme. Donc, c'est vraiment un rapport lié justement à l'écoféminisme. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'écologie populaire et sociale, on pense que l'exploitation de la planète est directement liée à l'exploitation des hommes et directement liée à l'exploitation des femmes. C'est-à-dire que l'émancipation de la femme fait partie de ce projet plus général d'une société écologiste, en fait. Donc après, concrètement, c'est pour ça que j'ai eu un moment d'absence, parce que concrètement, comment est-ce qu'on peut envisager ça? Mais déjà, il y a un certain nombre de revendications liées au salaire, liées à la place, à la revalorisation de la femme dans la société. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la question de ce qui se passe dans la tête. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu me demandes, on a cette idée que les tâches féminines sont nécessairement dévalorisées, en fait. C'est un schéma mental qu'il faut aussi retravailler. C'est en ce sens-là que ce soit pour l'écologie ou que ce soit pour le féminisme, en fait, le changement sociétal passe autant par la conception qu'on en a à l'intérieur de la tête que par la mise en place concrète. Voilà. Alors après, de façon beaucoup plus concrète, revalorisation salariale, répartition des tâches au sein des tâches domestiques et revalorisation des métiers dits féminins. Voilà. Après, il y a la question du plafond de verre qui pose aussi le problème que les femmes subissent en fait une forme de censure par rapport à un certain nombre d'activités, que ce soit au sein du travail ou à l'extérieur du travail. Et ça, je pense que ça mérite en fait un questionnement général, mais ça peut aussi se traiter au sein des comités populaires dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a des collectifs populaires, on a aussi la possibilité entre nous de rééquilibrer ces déséquilibres liés à des centaines d'années de patriarcat et d'exploitation. Merci beaucoup Marjorie. Je vais passer la parole à Léonore qui va vous poser les questions des internautes. Alors j'avais une première question pour Benoît Boritz, posée par Loïc, qui nous demandait est-ce qu'il faudrait une localisation dans le scope des entreprises qui fabriquent les masques et une indépendance des institutions économiques. Et il nous donnait l'exemple d'une patronne qui a fabriqué des masques en vendant des lots de 4 masques à 60 €. Et elle est en même temps présidente de la CCI, donc Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, donc c'était la première question pour Benoît Boritz. Je t'ai très mal entendu, excuse-moi. D'accord. Tu peux répéter ta question, je n'ai pas entendu. Voilà. Oui. Alors, la question était, est-ce qu'il faudrait une localisation des entreprises qui fabriquent les masques et une indépendance des institutions économiques? Et il nous donnait l'exemple d'une patronne qui fabrique des masques et qui les vend par lot de 4 à 60 €. Et elle est en même temps présidente de la CCI. Voilà, merci beaucoup. OK. Donc, je réponds tout de suite, c'est ça? Ah oui. L'idée, c'est un... entendu. Oui, sur cette question, je crois qu'au-delà des masques, la question qui est posée, c'est la question de la relocalisation de notre production. La relocalisation de notre production, il y a plusieurs dimensions qui sont posées là-dedans. Il y a bien entendu la dimension écologique qui est importante en termes de transport, etc. Il y a aussi la question de dire s'il y a eu délocalisation, c'est qu'il y avait une différence de coût
Donc, il y a quelque chose qui est discutable et qui, de toute façon, n'est pas pérenne dans le temps, parce qu'on est quand même, et on espère quand même que notre société mondiale va tendre vers l'égalisation. Donc, je pense que toute cette question de relocalisation aujourd'hui est essentielle dans la période qui viendra. Cette localisation, à mon sens, se fera de plus en plus à partir du moment où les travailleuses et travailleurs vont commencer à prendre de l'initiative économique. J'en ai pas tellement parlé tout à l'heure, mais c'est en filigrane dans la proposition, par exemple, de développement de l'emploi. Le principe du développement de l'emploi est le suivant, ça consiste à dire, je fais une proposition toute simple, je dis pour chaque emploi créé, il y a 1 500 € qui tombent par personne. Voilà. OK ? Alors évidemment, vous allez me dire, tiens, comment je fais pour financer ce truc-là? C'est géant, c'est pas possible. C'est grosso modo un peu plus de 300 milliards d'euros tous les mois. Mais la réponse, elle est relativement simple. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont payer. C'est-à-dire qu'on va les prélever elles-mêmes sur, en gros, leur valeur ajoutée. Et donc, ça va favoriser l'emploi. Donc, on va créer une situation dans laquelle, je dirais, la rareté, cette fois-ci, va se trouver balancée des emplois vers les individus. Ce sont les entreprises qui vont courir après les entreprises. Je voudrais répondre, là d'ailleurs, en même temps, j'en profite pour répondre à Odile sur la question du handicap et aussi la question qui a été posée sur la question du travail des femmes. À partir du moment où on renverse cette proposition, eh bien, on a la situation dans laquelle les entreprises vont rechercher des personnes. Et il n'y aura pas, je dirais, de traitement. Et on n'ira pas regarder, elle est handicapée, pas handicapée, c'est une femme, c'est pas une femme, il vient de tel quartier, il vient pas de tel quartier. Non. Les entreprises seront à la recherche de personnes. Et du point de vue de l'initiative économique, ça signifie que toute personne qui démarre une activité, et notamment une activité autogérée, souhaitons-le, peut le faire avec 1 500 € tout de suite par personne qui participe à ce projet, avec bien entendu une contrepartie. La contrepartie, c'est que demain, sur le flux de trésorerie généré par l'activité d'entreprise, 31% sera prélevé pour financer ce système. Mais le grand intérêt, c'est bien l'autonomie des individus, c'est le point des individus qui est prioritaire face à l'économie, et donc la possibilité de commencer à s'engager tous ensemble dans des opérations de relocalisation des entreprises. Donc, bien entendu, commenter des masques à 60 € les 4, voilà, tout le monde imagine ce que j'en pense. J'ai vu, je ne sais pas si c'est une blague, sur l'Internet, un masque Chanel à 160 € aujourd'hui sur l'Internet. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. On voit effectivement ce genre de dérive aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est de reprendre les leviers de l'économie et de la maîtrise pour avancer ensemble. Merci beaucoup, Benoît. Il y a eu une autre question, mais que je ne peux difficilement retourner à l'un ou l'une d'entre vous, qui concernait l'efficacité de l'immunisation collective. Mais je me vois difficilement poser la question à l'un ou l'une d'entre vous. En revanche, cette personne avait aussi évoqué le fait des prisons. Et alors, ça va pas être une question, mais c'est juste pour soulever ce sujet devant vous tous et toutes réunis. C'est un sujet qui a été assez peu évoqué dans les médias traditionnels. Et pour que vous le sachiez, il y a eu des révoltes en France, en Italie, certainement dans d'autres pays européens et d'autres. Mais en tout cas, la situation dans les prisons est de base scandaleuse, et l'a été d'autant plus pendant le confinement, sachant que par exemple les prisonniers ne pouvaient plus du tout avoir accès à des conseils juridiques ou à voir leur famille. Donc voilà, je vous invite juste chacun et chacune d'entre vous à vous intéresser un peu plus à ce sujet-là, parce que comme disait donc, notre internaute, j'ai perdu son prénom, mais plus d'hôpitaux et moins de prisons. Voilà, donc comme j'étais d'accord avec elle, je vais rebondir là-dessus. Et je laisse la parole à Paul. Merci Léonore. Pour conclure, parce qu'on a dépassé un peu le temps imparti, mais je souhaitais vraiment qu'on puisse conclure sur une dernière question. Donc je vais vous demander d'être vraiment synthétique. Donc je vais vous laisser 1 minute à chacune et à chacun pour vous exprimer sur la manière dont vous envisagez la mise en œuvre de toutes ces belles propositions. Donc on va commencer comme tout à l'heure par Fanny Vincent. Merci, c'est une très vaste question, difficile à répondre, à laquelle il est difficile de répondre en 1 minute, et puis comme ça, sans avoir plus préparé la réponse. Mais je pense qu'en fait, il s'agit simplement de changer de modèle, parce que ce qu'on demande tous, c'est plus de démocratie,
moins de capitalisme et de capitalisme néolibéral en particulier, plus de moyens, et tout ça, ça ne peut pas s'obtenir, il me semble, dans le modèle économique et dans le modèle idéologique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, il faut changer de modèle, et pour ça, il faut en effet des luttes, et il faut mener la lutte dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Voilà. Merci Fanny Vincent. À vous, Odile Morin. Écoutez, il faut qu'on puisse effectivement bénéficier d'assistance personnelle à la hauteur des besoins et non pas ce qui se fait aujourd'hui, et aussi que on mette en œuvre la conception universelle dans l'espace public, dans les organisations, de façon à ce que, en partant des besoins des personnes qui sont les plus empêchées, que ce soit du fait de leur handicap, de leurs différences, du fait qu'elles soient étrangères, enfin, il peut y avoir plein de choses qui font qu'on est en difficulté dans l'espace public ou dans l'organisation sociétale. À partir du moment où on s'adapte à tous, effectivement, on permet à tout le monde de participer, et en plus, en général, ça, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que ça apporte une qualité de vie à l'ensemble de la population. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Il y a la question effectivement des élections, mais je commence un petit peu à désespérer quand on voit comment le système électoral est construit, et j'espère que le monde des soignants va appeler à descendre dans la rue, et que le nombre fera que ça puisse se passer de manière calme et non violente. Voilà, c'est ce que je souhaite. Merci Odile Morin. Merci. À vous Benoît Boritz. Eh bien, je crois que pour mettre en œuvre ces différentes propositions, je pense qu'on doit être stable. Et pour être stable, il faut être sur 3 pieds. Et ces 3 pieds, pour moi, c'est d'une part les luttes, c'est ce qui vient d'être signalé ici, et ça, c'est essentiel, parce que c'est éviter, je dirais, d'être écrasé. C'est en même temps des initiatives individuelles ou collectives qui existent sous forme d'alternatives qui se présentent. Donc, ça peut aussi bien être des alternatives de relocalisation que des reprises d'entreprises par les salariés ici ou là, que des initiatives. Et on a vu plein d'initiatives merveilleuses d'auto-organisation sur la question de la santé durant cette crise du Covid-19. Et surtout, ne désespérons pas non plus du cadre politique, et je crois qu'on ne désespérera pas à partir du moment où on s'appuiera sur ces 2 premiers pieds. Je pense que le cadre politique, je sais, est absolument épouvantable. On arrive dedans complètement individualisé avec un bulletin de vote. Je pense que c'est en s'appuyant sur ce qui existe ici et en construisant les voies de quelque chose de différent électoralement, parce que je crois que le pouvoir est là en face de nous, et que ce pouvoir, il faut à un moment donné en changer. Je crois qu'aujourd'hui, l'alternative politique qui malheureusement nous est proposée, c'est l'alternative schématique libéralisme et national-populisme, extrême droite de l'autre côté. Il faut le casser, il faut qu'une nouvelle espérance arrive. Donc, il faut à la fois qu'elle soit unitaire et qu'elle veuille changer les lignes, rendre, je dirais, la démocratie dans la société, promouvoir la démocratie dans la société. Et je crois qu'avec ces 2 premiers éléments, en marchant, je dirais, à 3 pattes, on y arrivera. Merci Benoît. Et pour conclure, je laisse la parole à Marjorie. Eh bien, concrètement, en fait, là, cette période de confinement a montré qu'on était capable de s'auto-organiser nous-mêmes pour défendre nos communs. Il faut voir les exemples de solidarité qui se sont mis en place dans les quartiers populaires. Donc là, concrètement, assemblée citoyenne, comité populaire pour la défense des biens communs. Alors, ça passe par la lutte, par tous les moyens qui sont à notre disposition, en fait. Donc, que ce soit la lutte, la désobéissance civile, les élections, si c'est nécessaire aussi, si ça peut permettre de défendre nos idées et de décider par nous-mêmes pour mettre en place une société qui permette à chacun d'avoir le droit de vivre et, pour reprendre ce que disait Odile, d'être un sujet de droit. Sur ces belles paroles de Marjorie, je vais vous remercier, donc à la fois toutes les participantes, tous les participants, mais également tous les internautes
Sachez que vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube, le YouTube de Pour une écologie populaire et sociale, qui vous permettra de donner le lien aux personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à faire diffuser la vidéo autour de vous. Et également, avec Pour une écologie populaire et sociale, nous allons réaliser de nombreuses vidéos de ce type dans le futur, avec l'objectif de toucher un maximum de public. Merci à toutes et à tous et passez un très bon week-end. Merci.